Depuis quelques minutes, il est le nouveau maître du Kremlin. Le 31 décembre 1999, suite à la démission surprise de Boris Yeltsin, Vladimir Poutine devient président par intérim. Premier ministre depuis 4 mois seulement, il n'a encore ni expérience politique, ni notoriété. Сейчас закройте глаза, буквально секунду, расслабьтесь и очень по-доброму вот на меня посмотрите. Насколько это возможно? Ces images sont filmées par Vitaly Mansky, un documentariste russe. Pendant 1 an, au cœur du pouvoir, il a immortalisé les premiers pas en politique de Vladimir Poutine. Vladimir Vladimirovitch, je vais me permettre de vous donner des instructions, d'accord? Il m'a fait une impression bizarre, celle d'un homme pas très sûr de lui, qui tâtonne, qui scrute les gens de son entourage. Je n'ai pas vu en lui un leader ni un grand homme politique. Il était très complexé à cause de sa petite taille. Je m'en souviens bien parce que je suis plus grande que lui. Et quand nous parlions debout, je le regardais de haut. J'avais l'impression que ça l'intimidait. Marina Litvinovitch fait partie de l'équipe chargée de donner au président par intérim la carrure d'un chef d'État. Une nouvelle élection présidentielle est prévue 3 mois plus tard. Vous devez comprendre quel était le contexte. Le président Eltsine était très malade ces dernières années. Il gérait à peine le pays. Tout le monde avait honte de cet Eltsine-là. C'est pourquoi les gens voulaient un chef d'État jeune et compétent qui serait capable d'agir. Vladimir Poutine est aussi choisi pour sa loyauté. À peine nommé, il signe un premier décret d'immunité totale pour son prédécesseur, qui a été mis en cause pour corruption. Boris Yeltsin et ses proches échappent définitivement à toute poursuite judiciaire. Ces gens avaient le pouvoir de modeler un Poutine. Ils auraient très bien pu fabriquer un Poutine à partir de n'importe quel autre type. Ils voulaient modeler un président. Mais par malchance, leur choix s'est arrêté sur Poutine et au final, Poutine les a tous bien eus. Conseillers, hommes d'affaires, opposants, tous ont côtoyé Vladimir Poutine. Ils racontent de l'intérieur comment l'ancien espion du KGB a conquis le pouvoir et mis au pas la démocratie, jusqu'à l'anéantir. Deux décennies avant l'Ukraine, c'est déjà avec une guerre, en Tchétchénie, que Vladimir Poutine cherche ses objectifs politiques. Tout commence en septembre 1999. Alors qu'il est encore Premier ministre, 5 bombes font près de 300 morts dans tout le pays. Un immeuble éventré, des équipes de secours à la recherche de survivants. Au pied du bâtiment, un cratère, là où un camion piégé a explosé. Laissez-moi passer, il y a ma sœur, son mari et mon neveu là-bas. La série d'attentats est attribuée aux séparatistes tchétchènes. Vladimir Poutine promet alors des représailles. Le ton est volontairement brutal. Il y avait une demande politique de la part du peuple russe qui aspirait à l'ordre et à la force. Et Poutine correspondait parfaitement à cette situation. Gleb Pavlovski est le cerveau de la campagne de Vladimir Poutine. Pendant 11 ans, il sera son conseiller politique au Kremlin. À l'époque, nous savions créer une image. Nous savions surjouer la puissance.
Parce que l'idée de la campagne présidentielle de 99-2000, c'était la représentation de la force. La représentation de la Russie forte. L'offensive sur la Tchétchénie est lancée. Ce sera l'un des conflits les plus meurtriers depuis la Seconde Guerre mondiale. La capitale, Grozny, est rasée. La population martyrisée. Vladimir Poutine met en place un régime loyal à Moscou. Au sein du gouvernement, certains s'inquiètent déjà. À l'époque, nous étions nombreux à condamner la guerre qu'il a menée en Tchétchénie. Et aujourd'hui, on se rend compte que c'était comme le prélude de ce qu'il fait aujourd'hui en Ukraine. C'était pareil, barbare et brutal. Il était évident que Poutine utilisait la force brutale pour poursuivre ses objectifs politiques. À l'époque, les explosions de ces immeubles et la peur ont aidé Poutine à être élu. En fait, la stabilité est au cœur du discours de Poutine. C'était l'un de ses thèmes favoris. Il a toujours dit aux Russes, nous vous assurons la stabilité à n'importe quel prix. Au printemps 2000, après seulement 3 mois de campagne, Vladimir Poutine peut fêter son élection à la présidence de la Fédération de Russie avec 52% des voix, loin devant tous les autres candidats. Так точно психологически обоснованно все было выстроено, что это реально совершенно дает результат. Il a réussi à, comment dire, il a su séduire les électeurs avec une vitesse inédite. Son passé d'ancien agent secret a joué en sa faveur à ce moment-là, parce que ça soulignait, disons, sa force. Pour les Russes, il y avait toujours cette légende de services de renseignement désintéressés et non corrompus. Mais ses liens avec le FSB entretiennent aussi un doute. L'ancien service des renseignements de Vladimir Poutine est soupçonné d'avoir délibérément provoqué les attentats. Moi, je suis absolument sûre qu'une partie importante des attaques terroristes en 1999 a été perpétrée dans l'intérêt de Poutine. Je ne l'ai compris que plus tard. J'avais été naïf. Poutine, qui est passé par l'école du KGB soviétique, ne pouvait bien sûr pas être un démocrate. Самое главное, чтобы люди верили, что то, что мы говорим, то, что мы делаем, это искренняя позиция, продиктованная соображениями интересов страны. В конечном итоге. Только этим. В этом залог успеха. Если люди поверят в это, вот это самое главное. Dès son arrivée au pouvoir, le marketing autour de l'image de Vladimir Poutine s'intensifie. Dans la ville où il est né, à Saint-Pétersbourg, dès octobre 2000, sa légende est intégrée dans les manuels scolaires. Quand il était petit comme toi, il ne savait pas qu'il deviendrait président et qu'il serait responsable de tout. Plus tard, il s'est fait tant d'amis. Tout le pays, toute la Russie qui l'ont élu président. Et maintenant, tout le monde dit Russie, Poutine, unité. Quand il est arrivé à la présidence en 2000, il a commencé à mettre en scène une communication centrée autour d'un président jeune, dynamique, parfois un peu bad boy. Évidemment, renforcer l'image d'un homme jeune, plein de vie, en bonne santé, c'était un procédé classique que nous maîtrisions parfaitement. Vladimir Poutine se met en scène et verrouille sa vie privée. Très peu d'images circulent de sa femme, Ludmila, une hôtesse de l'air épousée en 1983, et de leurs 2 filles, Maria et Ekaterina. Il avait une position catégorique là-dessus, et je sais que son administration a veillé scrupuleusement à ce qu'on ne voit jamais aucun membre de sa famille, ni ses filles. Il ne fallait même pas qu'elles entrent dans le champ de la caméra lors de mon tournage au Kremlin. C'était très strict, obsessionnellement strict.
se montrer en famille, se montrer avec une femme, ça nuirait un peu à une image qu'il a patiemment construite de cow-boy solitaire en quelque sorte. Vladimir Poutine se voit comme l'homme idéal dont rêvent toutes les jeunes filles, la source d'inspiration pour les artistes, le héros qui rend sa fierté au pays. On le vénérait presque religieusement à l'époque. Une fois élu, le président se constitue une équipe de fidèles, des hommes qu'il a connus dans sa ville natale, Saint-Pétersbourg, ou au sein du FSB. Quand quelqu'un arrive au pouvoir, il emmène quelques proches, 3 ou 4 conseillers avec lesquels il a travaillé tout au long de sa vie. Poutine, lui, a fait venir une centaine de personnes. Il a immédiatement nommé ses amis, ses fidèles de Saint-Pétersbourg, à tous les postes. Leur seule légitimité était leur lien avec Poutine. Un système Poutine se met en place. Des fidèles dont beaucoup sont encore à ses côtés aujourd'hui. Mais l'inquiétude monte parmi les conseillers de la première heure. Marina Litvinovitch garde en tête un épisode révélateur. Le terrible accident du Koursk, survenu le 12 août 2000. En quelques heures, ce sous-marin nucléaire qui navigue au nord de la Russie sombre avec 118 marins à son bord. Vladimir Poutine refuse l'aide internationale. Pendant 7 jours, le pays assiste au drame, impuissant. Ces jours-là, le pays tout entier pleurait, regardant les sous-mariniers mourir sous leurs yeux, qui pouvaient encore être sauvés. Mais personne ne les sauvait. Bien sûr, j'ai été frappée par le fait que Poutine, qui était en vacances à Sotchi, n'a même pas eu l'idée de retourner à Moscou ou d'aller voir ses mères et épouses de marins en détresse. Quand il voit les femmes pleurer et dire que leurs maris n'ont pas été secourus, il était absolument persuadé qu'il s'agissait d'actrices, de prostituées, qui avaient accepté de pleurer devant la caméra pour 10 roubles. Sa vision du monde est construite sur le principe que si les gens font quelque chose, ils le font pour l'argent. Sur l'insistance de sa conseillère en communication, Vladimir Poutine finit, à contre-cœur, par rencontrer les familles. Mais il ne pardonne pas aux médias qui ont critiqué sa gestion du naufrage. Vladimir Poutine en veut en particulier à la première chaîne de télévision russe, ORT. L'histoire avec ORT était liée à l'accident du sous-marin Koursk. Poutine était très en colère. Il pensait que Berezovski ORT le visait pour le faire couler. Mikhail Khodorkovsky est à l'époque l'un des hommes d'affaires les plus puissants du pays. Il rencontre très régulièrement Vladimir Poutine. Il n'était pas prêt à considérer les critiques des médias libres comme quelque chose de normal. On ne pouvait pas le remettre en cause. Il n'était pas disposé à supporter de telles choses. Il voulait qu'on ne parle de lui qu'en bien, comme tous les dictateurs. À l'époque, une émission l'agace particulièrement. Un programme satirique adapté des Guignols de l'info français. Poutine est ici représenté en nourrisson, bercé par l'ancien président Boris Yeltsin. Lors d'une réunion au Kremlin, Vladimir Poutine fait passer un message sans ambiguïté aux propriétaires des grandes chaînes privées. Il leur a dit « Je veux une allégeance politique et je ne veux plus que vous interfériez avec la politique comme c'était le cas sous Yeltsin. Et que par conséquent, il fallait qu'ils se défassent de leurs organes de presse et notamment de télévision. » L'ambassadeur de France à Moscou est proche de Boris Berezovski, le patron de la première chaîne privée. Il est témoin de l'incroyable pression qu'il subit. Berezovski avait déjà très peur, puisque je suis allé voir chez lui, et il y avait une ambiance de camp retranché,
avec des auvents par balles devant ses fenêtres, des gens super armés avec des cagoules noires un peu partout, et il disait « je suis menacé ». Assommé de procédures judiciaires, menacé de prison, Boris Berezovsky doit s'exiler et céder le contrôle de sa chaîne. Et ensuite, effectivement, Poutine s'est arrangé pour que ces grandes chaînes de télévision soient dirigées par des proches qui, en effet, étaient chargés de promouvoir l'image de Poutine. À bien des égards, le pouvoir de Poutine a été construit sur les médias. Il a pris le contrôle des médias et toutes ces années, ils sont restés sous contrôle. Mais comment en est-on arrivé là? Comment cette stratégie de communication s'est-elle transformée en propagande pure et dure qui ne prend en compte aucun autre point de vue? Je ne comprends pas. Pourquoi ne l'avons-nous pas arrêté? Pourquoi n'avons-nous rien pressenti? Je ne sais pas. C'est difficile d'en parler maintenant. Il les a tous induits en erreur le concernant. Grâce à tous leurs efforts, il a pu obtenir le pouvoir. Et ce pouvoir, il l'a bétonné pour l'éternité. Les télévisions sont désormais sous contrôle. Et les journalistes qui s'opposent peuvent le payer de leur vie. Comme Anna Politkovskaya, du journal d'investigation Novaya Gazeta. Tchétchénie, corruption. Depuis des années, ces enquêtes contredisent la version officielle. Que la société russe évolue comme une société fasciste. Le 7 octobre 2006, elle est abattue par des hommes armés qui l'attendent devant chez elle. Les assassins ont été condamnés, mais le commanditaire n'a pas été identifié. Reste une coïncidence troublante. La journaliste a été tuée le jour même de l'anniversaire de Vladimir Poutine. Да, действительно, эта журналистка была острым критиком действующей власти в России. Но я думаю, что журналисты должны это знать, во всяком случае эксперты это прекрасно понимают. Степень ее влияния на политическую жизнь в стране, в России, была крайне незначительной. Si vous vous souvenez, on l'avait interrogé sur cette affaire. Il avait dit qu'Anna n'avait aucune importance, quelque chose d'horrible comme ça. Cela témoignait d'un terrible manque d'empathie. C'était vraiment très triste. Le journaliste Andrei Soldatov était proche d'Anna Politkovskaya. Ils travaillaient dans le même journal. À la rédaction de Novaya Gazeta, 2 journalistes avaient déjà été assassinés. C'était la 3e de nos collègues. On a compris à ce moment-là que le jeu allait changer. À l'époque, on a beaucoup parlé avec mes amis et collègues de cette nouvelle période difficile qui s'annonçait. Et je me souviens que certains de mes collègues m'ont dit « Il est peut-être temps d'arrêter ce métier, car ça devient trop dangereux maintenant. » Et certains ont vraiment arrêté. Marina Ovsiannikova a choisi de rester. Elle a été l'un des rouages de la fabrique du mensonge au sein de la télévision publique pendant 15 ans. La guerre russe en Ukraine a été le point de bascule. Le 14 mars 2022, elle fait irruption en direct dans le journal télévisé. L'image est coupée et remplacée par un reportage dans une clinique. J'ai pris conscience que même si je n'étais qu'un maillon de la chaîne, j'avais ma part de responsabilité. Si mon pays en est arrivé là, c'est aussi en partie de ma faute. Depuis, Marina Ovsiannikova a été renvoyée de son travail et placée en garde à vue. L'interrogatoire a duré plus de 14 heures. On ne m'a laissé contacter aucun de mes proches et je n'ai eu aucune aide juridique. Après une première amende, elle sait qu'elle risque des poursuites pénales, jusqu'à 15 ans de prison. Vous savez, au début, tout se passait plutôt bien. Je vais vous dire, j'ai moi-même voté pour Poutine quand il est arrivé au pouvoir. À l'époque, j'étais vraiment admirative de cet homme. Jusqu'en mars dernier, elle travaillait pour la chaîne publique Pervy Canal. C'est la même qui a succédé à l'ORT, la chaîne privée démantelée par Vladimir Poutine. La propagande a peu à peu pris de l'ampleur et devenait de plus en plus agressive.
Ces dernières années, c'était vraiment la méthode Goebbels. On nous disait de dire noir au lieu de dire blanc, tout le temps. On était spécialement là pour chercher toutes les informations possibles pouvant nous aider à construire un discours anti-occidental, pour montrer comment l'Occident est mauvais, quelles horreurs se passent en Amérique, en Grande-Bretagne, en Europe, à quel point l'Occident est décadent. On devait dire, par exemple, qu'il y avait des homosexuels partout, que les Noirs se faisaient tirer dessus à tous les coins de rue et que leur société est pourrie jusqu'à la moelle. Mais est-ce qu'il y a eu quelqu'un pour parler de ce qui se passe en Russie? Est-ce que quelqu'un a parlé de nos problèmes, des problèmes démographiques, de l'alcoolisme, de notre système de santé qui est en crise? Est-ce qu'il y en a eu pour parler de ces sujets? Non. On a passé notre temps à chercher des poux aux Occidentaux, en faisant abstraction de nos propres problèmes. On n'a jamais fait la lumière dessus sur la chaîne et on continue à ne pas le faire. La direction de la chaîne demande aussi aux journalistes de ne jamais prononcer le nom d'Alexeï Navalny, le principal opposant de Vladimir Poutine. Il y a des sujets dont on ne parle pas. Les sujets comme ceux concernant l'opposant Alexeï Navalny, on n'en parle pas du tout. Quand il est revenu au pays, on n'en a pas touché un mot. Et son empoisonnement, on n'en a pas parlé du tout non plus. Ce sont des consignes qui nous viennent de plus haut, les formulations concrètes qu'il nous faut employer, les sujets qu'il nous faut traiter. Ce sont les leviers utilisés par les dictateurs qui veulent rester au pouvoir et tout contrôler. Vladimir Poutine est notre tsar, il s'est autoproclamé tsar. Depuis son élection en 2000, Vladimir Poutine n'a plus lâché le pouvoir. Mais à quel prix ? Ça a pris Vladimir Poutine 3 ans à peu près pour détruire la démocratie russe. Quand Vladimir Poutine est venu au pouvoir, la Russie était un pays démocratique. On avait un vrai parlement, on avait des vraies élections, on avait une presse libre et indépendante. Et c'était assez vite que M. Poutine a transformé cette démocratie imparfaite qu'on avait sous Boris Yeltsin dans un régime autoritaire parfait. Vladimir Kara-Murza a survécu à 2 tentatives d'empoisonnement. Il est l'un des témoins des méthodes d'un dictateur, prêt à tout pour se maintenir au pouvoir. Клянусь, при осуществлении полномочий президента Российской Федерации